L'autisme. Pendant des décennies, la science a cherché la clé, l'explication unique pour percer ce mystère. Mais aujourd'hui, cette quête a totalement changé de visage. On a fini par comprendre que ce n'était pas un simple puzzle avec une pièce manquante, mais plutôt un spectre incroyablement complexe et nuancé. C'est ce voyage au cœur de la recherche que l'on va faire ensemble. Alors, pour commencer, il faut bien poser la question qui a guidé toutes ces années de recherche. Au fond, qu'est-ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA? C'est vraiment le point de départ de toute notre enquête. Rien que cette frise chronologique, c'est assez fou. Imaginez un peu. En 1952, on pensait que c'était une sorte de schizophrénie infantile. Puis, en 1980, l'autisme devient enfin sa propre catégorie. Mais le vrai séisme, c'est en 2013, avec le DSM-5. Là, tous les sous-types, comme le syndrome d'Asperger, sont regroupés sous un même toit, celui du spectre. En 70 ans à peine, on est passé d'une erreur de diagnostic à un concept unifié. Et c'est cette évolution qui est au cœur de tout. Allez, première étape de notre analyse, on va voir comment la définition même de l'autisme a été complètement remodelée au fil du temps. Ce passage du DSM-4 au DSM-5, ça a été une vraie révolution. Avant, on avait des petites boîtes bien séparées. Le trouble autistique d'un côté, le syndrome d'Asperger de l'autre. Aujourd'hui, on a mis tout le monde sous une seule et même bannière, le spectre. L'avantage, c'est qu'on a une vision beaucoup plus unifiée. L'inconvénient, c'est que des identités fortes, comme celle d'Asperger, à laquelle énormément de gens s'identifiaient, ont été en quelque sorte effacées des manuels. Une fois la définition à peu près stabilisée, la science s'est lancée dans une sorte de quête effrénée. Trouver la grande théorie, l'explication unique qui pourrait tout résoudre. Voyons un peu les principaux suspects. La première théorie sur la liste, celle de la faible cohérence centrale. L'idée est à la fois simple et très parlante. C'est cette tendance à traiter le monde en se concentrant sur les détails avant de voir l'image globale. L'analogie est parfaite, c'est vraiment l'idée de voir les arbres avant de voir la forêt. Et ce style de pensée, c'est une médaille à deux faces. D'un côté, ça peut être une force incroyable, ça peut donner une perception des détails absolument hors du commun, ou une mémoire littérale phénoménale. De l'autre côté, bien sûr, ça peut devenir un défi quand il s'agit de saisir le sens général d'une conversation, le non-dit, ou le contexte d'une situation sociale un peu complexe. Deuxième grande théorie mise sur le banc des accusés, le déficit en théorie de l'esprit. Pour faire simple, c'est la difficulté à se mettre à la place de l'autre, à deviner de manière intuitive ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ses intentions, bref, tout ce qui fait le ciment de nos interactions sociales au quotidien. Et les conséquences, elles, sont très directes. Elles touchent vraiment au cœur de notre rapport aux autres. Pensez à l'imitation, par exemple. Pour imiter, il faut comprendre l'intention derrière le geste. La coopération, pareil, ça demande de comprendre les buts des autres. Et l'empathie, bien sûr. Toutes ces compétences reposent sur cette fameuse théorie de l'esprit. Mais attention, c'est là que l'enquête se corse. Parce que ce n'est pas un déficit du tout ou rien. Les recherches ont montré que dans des situations très claires, très structurées, comme un jeu avec des règles bien définies, beaucoup de personnes autistes s'en sortent parfaitement bien pour comprendre les autres. La vraie difficulté, elle surgit dans le flou, dans l'imprévisibilité des interactions spontanées de tous les jours. Et c'est ce détail qui a commencé à faire douter les chercheurs. Et on arrive au troisième et dernier suspect principal, les fonctions exécutives. On peut voir ça comme le chef d'orchestre de notre cerveau. C'est cet ensemble de compétences qui nous permettent de planifier, de nous adapter à un imprévu, de freiner une impulsion ou encore d'évaluer nos propres actions. Et là encore, le tableau est tout sauf simple. C'est vrai que beaucoup de personnes autistes ont des défis à ce niveau-là, mais ce n'est absolument pas universel. En fait, environ un tiers des adultes autistes ont des résultats tout à fait dans la norme. Et ce profil peut même parfois devenir une force, en menant une logique très solide, ou à des décisions moins influencées par la pression sociale. Un véritable atout dans certains contextes. On se retrouve donc avec trois théories, trois suspects très crédibles. Chacun explique un bout du tableau. La question qui a vraiment obsédé la recherche pendant des années, c'était donc laquelle est la bonne? Où se cache la clé qui peut enfin tout ouvrir? Et c'est précisément là que l'enquête prend un virage complètement inattendu. C'est le moment où les scientifiques ont commencé à se dire que le problème, ce n'était peut-être pas les réponses, mais la question elle-même. Et si cette quête d'une cause unique était en fait une impasse? Et le verdict finit par tomber, oui, la recherche d'une clé unique était une impasse. L'autisme est tout simplement trop complexe, trop divers. Ces théories, en fait, elles se chevauchent, elles expliquent des zones communes, mais aucune, absolument aucune, n'arrive à englober toute l'immense diversité du spectre autistique. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Il y a plusieurs raisons. D'abord, des problèmes de méthode, c'est sûr. Les études étaient difficiles à comparer entre elles. Ensuite, il y avait de vrais angles morts. Aucune de ces théories n'expliquait vraiment bien les particularités sensorielles ou les forces uniques.
Mais la raison principale, la voilà, l'hétérogénéité. L'autisme, ce n'est pas une chose unique, c'est une myriade de profils différents. Du coup, l'objectif de la recherche a complètement changé. On n'essaye plus de trouver le bug unique dans le programme. On essaie plutôt de comprendre la combinaison unique de facteurs, le profil cognitif qui est propre à chaque personne. On est passé d'une vision unitaire à une vision multifactorielle et ça change tout. On entre donc maintenant dans l'ère moderne de la recherche. Fini la chasse au trésor pour une théorie unique, maintenant l'heure est à la cartographie. Les scientifiques essaient de construire une carte détaillée du spectre en intégrant plein de perspectives différentes. Et un concept assez récent nous aide à lire cette nouvelle carte. C'est l'équilibre entre assimilation et accommodation. L'assimilation, en gros, c'est quand on fait rentrer une nouvelle info dans les boîtes mentales qu'on a déjà. L'accommodation, c'est quand on doit modifier ces boîtes ou en créer des nouvelles. Eh bien, dans l'autisme, on observe souvent une très forte tendance à l'assimilation. Et ça pourrait expliquer à la fois cette capacité incroyable à creuser des sujets de manière très pointue et cette préférence pour ce qui est familier et prévisible. Une autre piste super intéressante aujourd'hui, c'est la théorie de la motivation sociale. Là, la question n'est plus seulement comment les personnes autistes interagissent différemment, mais plutôt pourquoi. L'hypothèse est fascinante. Et si, pour certains cerveaux, les signaux sociaux, comme un sourire ou un regard, étaient en soi moins récompensants? Ça diminuerait logiquement l'envie de rechercher ces interactions, et donc, par la même occasion, les opportunités d'apprendre socialement. Bon, tout ce parcours scientifique, c'est passionnant, mais on peut se demander, concrètement, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? C'est le moment de connecter tout ça à la pratique. C'est là que ça prend vraiment tout son sens. Voilà donc où on en est aujourd'hui. L'autisme est vu comme un trouble neurodéveloppemental, oui, mais surtout comme quelque chose d'incroyablement hétérogène. Il est défini par un ensemble de défis, bien sûr, dans la communication, avec des comportements répétitifs, mais aussi, et ça c'est absolument crucial, par des forces et des talents uniques, comme une perception des détails ou une logique très aiguisée. Alors, pourquoi est-ce que toute cette évolution de la science est si importante? Parce qu'elle change radicalement l'approche. On ne cherche plus à réparer un défaut. On cherche à offrir un soutien sur mesure, adapté à un profil unique. On apprend à voir et à s'appuyer sur des forces qui avant étaient complètement invisibles. Et au final, ça nous pousse tous à construire une société qui ne fait pas que tolérer la différence, mais qui voit la neurodiversité comme une véritable richesse. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Si l'autisme n'est pas une seule et même chose, mais bien un spectre d'esprit unique, alors le vrai défi n'est plus seulement scientifique, il est social. Comment fait-on pour créer des environnements, que ce soit à l'école, au travail, dans nos villes, qui permettent à chaque esprit, dans toute sa singularité, de s'épanouir pleinement? La discussion, elle, ne fait que commencer. Merci pour votre écoute.